Hello, good morning again. And now we have the witness. Good morning again to you, Madam Witness. We have the witness inside. I think we can start the testimony. Where is my... I'm missing. Now, Madam Witness, can you tell us your name, please, and your date of birth, place of birth, and all your identifying, or what identifies you? Thank you. Oui, bien sûr. The witness, yes, of course. My name is Aurélie Fuchs, and I was born on the 26th of April, 1982 in Geneva, Switzerland. And what is your occupation? Je suis Answer. I am a human rights officer at the UN, at the United Nations. And you have been on mission where and which time frame? Answer. I was assigned to the UN operations in Côte d'Ivoire from October 2010 to June 2015. And since that time, from October 2015, I've been working at MONUSCO, the UN mission to the Democratic Republic of the Congo. Okay, thank you very much. So now some preliminary information just for you. As I told before, we haven't granted, the chamber has not granted the protective measures. But I think, and I think you are absolutely fine with this, and I see you do understand the reason. As you are testifying in French, and I'm speaking in English, and we need obviously to ensure that we understand each other, but even more that the translation and the transcription of the record is made in a sound way. It is important for you, especially then when you are questioned maybe in French, so when you speak the same language, to speak slowly and to wait a little bit before answering the question, so as the person who asks question has to wait you to finish, because we have to wait the finishing of the translation. So you are obviously aware that this chamber has been established to try the case of the prosecutor against Mr. Gbagbo and Mr. Blé Goudé, who are in this court. And you are, as a witness, called to assist the chamber in the finding of the truth. So you will be asked questions by the prosecutor, by the defense teams, and if necessary also by the chamber, by the judges. If at any point you have some
problems you want to break, or there is something you have to tell to the chamber, please do so just by telling me. So we will try to settle what the necessities are. So before starting the questioning, obviously you have to make a solemn undertaking requested by law. The solemn undertaking is obviously to the fact that you will tell the truth, and therefore you should please read. I think you have it in front of you. No, I think so. The declaration. So please, if you can read the solemn undertaking. Je déclare. The witness, I solemnly declare that I shall tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Much. Obviously, I have to inform you that giving false testimony is offense in front of the court. So obviously, and therefore punishable. You are a witness, and a fact witness. So you are not requested to give your personal opinion on anything, but just to answer related to facts you have seen, witnessed, experienced, or heard about. You are a so-called Rule 68 witness, because the chamber has before it, and you have before you, the written statement you gave to the Office of the Prosecutor on the 6th, 7th, 8th, and 9th February 2014. And I'm referring to, just for the record, to the statement which is CIV OTP 0054-0582, and to the annexes 0627, 0628, 0629, 0630, 0631. And you have also these documents in front of you. Do you confirm that you gave this statement to the Office of the Prosecutor in the dates I said before? Have you had, and have you, the next question is if you have had the opportunity to reread these statements in the last days recently? Oui. Answer, yes. I did give this statement on the dates that you mentioned, and I have had an opportunity to reread the statement during my first visit. Thank you very much. So the Chamber has decided on 19th July 2016, and I'm referring to filing 629, that your written statement is suitable for introduction under Rule 68.3 of the Rules of Procedure and Evidence into the case record. This means for you that rather than you having to give again the entirety of your evidence orally, the Chamber can just use your written statement, although you would still be asked questions, some questions, supplementary questions by the Office of the Prosecutor, and you would still be examined by the defense teams. Rule 68.3 states also that the Chamber may allow the introduction of this previous recorded testimony if the witness obviously is present and does not object, and if the prosecutor, the defense, and the Chamber have had the opportunity to examine the witness. So therefore I ask you if you agree with the introduction of your written statement in the case record, or if you do not agree. Oui, je suis d'accord. Answer, yes, I agree. Okay, thank you very much. In light of the fact that you're also here today, and available for examination by the parties and the Chamber notes that all
requirements of Rule 68.3 are met. The introduction of the written statement and the witness is allowed. And I'm referring to the written statement to the numbers I've given before and its annexes. And these documents are submitted to the chamber. I also want to note, just for the record, that a number of other documents are discussed in the statement, which are not as such annexed to the statement, but which are considered submitted in line with its decision 329, and I refer to paragraph 28. These other statements are CIV OTP 0002 0598, 0044 729 0729, 0044 0845, 0044 1185, 0044 1191, 0044 1522, 0044 1617, 0044 1619, 0044 1644, 0044 1649, 0044 1654, 0044 1692, 0044 1704, 0044 1725, 0044 1740, and 0044 1745. Now we'll start with the questioning, and I give the floor to the Office of the Prosecutor, who has indicated also about 2.5 hours for supplementary examination. The floor is yours. Monsieur le Président. Mr. Altit, Your Honor. Maître Altit. Merci, Monsieur. Mr. Altit, thank you, Your Honor. I beg your pardon. The counsel, who seemed to be along with the witness, did not introduce himself. Would that be possible? Could we have an introduction? Of course. Please introduce yourself. Yes, my name's Alexandros Zervos, and I'm here representing, to be clear, the United Nations, not the witness, as was previously mentioned. Would that be enough for you, Mr. Altit? Maître Altit? Mr. Altit, I thank you, Your Honor. Ruled in this in its decision of 23 October 2015. So, okay, thank you very much. And for not having thought about it and introduced it. So now it's the floor to the prosecutor. Thank you very much, Mr. President. Madame Fuchs, bonjour. Comme vous voyez, je vais aller très lentement. Mr. Demirjian, as you can see, I will be speaking very slowly so our interpreters can continue with us. Now that your statement is part of the case record, I won't be asking you questions about all the details in that statement, just a few points to clear up and a few documents to see if you could help us. Is that all right? Now, before moving ahead, I'd just like to ask you one thing. We do have your statement here, and it was given truthfully and faithfully to the best of your knowledge. Is that correct? Answer, yes. Question, very well. And if you could clarify something at paragraph 8. It said that you work at the regional office in Abidjan, but that is no longer the case. I believe you cleared up that point in response to the presiding judge. Answer, yes. At the time of giving the statement, all that information was true. Question. Now, initially, you explained the organizational chart of the ONUSI and the
section that you were working in at the time. Now, I'd like to ask you a few questions just so that we and the judges can situate you, so to speak, in the org chart. Now, could you describe the main divisions? You mentioned the Human Rights Division in your statement. What are the other divisions, generally speaking, within the UNUSI? This is not a test, not to be word. Answer. It's a bit complicated. Mainly, for the most part, UNOKI was divided into two major groups. There was the section that was called the I apologize for using an English word, but the mission support area. We kind of speak franglais at UNOKI, and then we had the substantive area, and the Division of Human Rights was part of the substantive area. There were other substantive areas such as the Political Affairs Division. I'm sorry, but I'm having a little bit of trouble because I'm more familiar with the acronyms, so it's difficult for me to tell you exactly what the specific names. There was a demobilization and reintegration unit to return combatants to society. Question very well. Now, all these various divisions that you've mentioned to us, what was the unit that was the umbrella, so to speak? Was there a person or a unit that everyone reported to? Answer. Each division or section had a divisional chief or a section chief, and then there were two special deputy representatives, and they were in charge of various divisions and sections. Above those two people, there was the special representative of the General Secretary, of the Secretary General. Question, very well. Now, you've told us in your statement that when you arrived, and that was in mid-October 2010, you were placed within the Human Rights Division, and you were working within one of the sections there, the C something U. Am I correct? Answer. Just, well, they weren't sections, they were units. It was the Technical Cooperation Unit. The Technical Cooperation Unit that provided support to national authorities and technical assistance. Question, very well. Now, without giving any specific names, could you tell us whether your supervisor was the head of the unit? Answer, indeed. My supervisor was the head of the unit, and then there was also a divisional chief supported by a deputy chief. Question. Very well. Now, in your statement, you also said that the UNESCO headquarters was in Aberco in Abidjan. Is that correct? Answer, not exactly. Aberco is the former, well, that was the name of the headquarters, and the neighborhood was Ategakube. Question. Now, in Abidjan, did UNESCO have other offices as well, or was it the only one? Answer. There were other offices. There was a logistics office. I correct myself. There was a logistics office, and I mentioned some civilian section, but there was also a military component and a number of bases. Millage, for example. I must admit I don't know them all by heart. Question. Now, you told us that as of the 13th of December 2013, 2010, you began working within one
unit that had been created. And since mid-October up until you were within the call center. Now, was this within the technical cooperation unit? Answer, not exactly. Already, because this technical assistance during the election period had diminished somewhat, and I was placed within the, well, at the time of the election, the 2 days of the elections, we had, I'm trying to find the exact expression. You see, there were follow-up, or rather monitoring teams that were monitoring the situation in the various voting locations, the polling offices. Then there was a period of time before that when we had been evacuated to Bandrou, and I think that was early in December. And at that time, I was, well, off the top of my head, I can't give you specific dates. It seems to me it was from the 3rd to the 10th of December 2010, but I must acknowledge that I'm not entirely sure of the dates. We can check the dates if necessary. In actual fact, I was within the technical and cooperation unit, but we provided support to the rest of the division. We had less work at the time, and there was more work in other units, particularly the reporting unit, Protection and Documentation Unit, PDU. That was the unit that prepared the report. So I also helped out within that unit, and eventually also, well, I don't think I was helping out the regional office at the time, but in any event, we helped the other units that were within the division. Question, just to clarify. At paragraph 25, you said that you were in Banjul from the 7th to the 13th. Is that correct? Do you remember? Answer, which paragraph? 23? The prosecution. Paragraph 25, the witness. I remember that I did cross-check when I gave the statement, so it must have been from the 7th to the 13th of December. Question. Now, you also explained at paragraph 295 that one of the mandates of the Human Rights Division was to verify statements given to the press, and in particular expressions of hate. What was the purpose of that exercise, that monitoring of hate propaganda in speeches? Answer. Well, we had a mandate, and this is a complicated question because we did have a mandate from the UN Security Council, but within the Sanctions Committee, it actually came from the Sanctions Committee. It was a different resolution to the UNUSCI resolution, and it was necessary to check. Well, there were some areas we needed to check. I must acknowledge that I can't remember exactly the precise wording of what we were to monitor. Question. Correct. I don't think so. No, No. it's 285. Yeah. Okay. No, it's just because then we get in trouble. And there is another paragraph also which talks about the same, but I can't remember which one it was. Okay, thank you. No, just to correct the paragraph. Thank you. Absolutely, yes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous Question. Can you explain to us whether that mandate of following up hate speech continued throughout the crisis? Answer, yes, to my knowledge, yes. But let me point out that it was not only the Human Rights Unit which was responsible for that.
The Public Information Office was also concerned. I really do not remember the precise distribution of responsibilities, but I remember that I did this on a regular basis. Toujours au Question still at paragraph 285. You said that these statements were verified in press. Was it the written press or other media as well? Answer. Personally, I think I did this with the print media and really not with the social media. So I did not do any personal monitoring of audio-visual media. D'accord. Alors, vous nous expliquez aussi, ça c'était au début de votre déclaration, au paragraphe 22, que vous avez préparé des points de situation, des rapports journaliers du centre d'appel. Alors, et je me limite là vraiment à la période post-électorale, donc on parle de novembre à avril jusqu'à votre départ. Est-ce que vous avez aussi participé à d'autres types de documents, comme des rapports mensuels ou hebdomadaires, etc.? Je pense que j'ai peut-être dû écrire des rapports de situation quotidiens, les Daily Situation Report, Daily Sitrep, mais je ne peux pas vous le garantir. Comme cette tâche, en fait, je ne peux pas vous garantir en fait que c'était vraiment durant cette période-là. Je sais que j'en ai fait. Je ne sais pas si c'était avant, après ou pendant exactement. Peut-être aussi d'autres types. Oui, vous nous expliquez le processus de révision dans votre déclaration. Vous avez mentionné le Daily Situation Report. On vous en a montré quelques-uns à l'époque de votre déclaration. Il y en a, je pense, deux qui sont, auxquels on fait référence dans votre déclaration. Lorsqu'on regarde le Daily Situation Report, on en regardera tout à l'heure aussi, on voit qu'il y a souvent des divisions, affaires politiques, affaires droits de l'homme, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre un peu comment est-ce que ce Daily Situation Report est préparé et qui contribue, si vous le savez? Oui, pardon, déjà je me suis mal exprimée en fait. Quand je parlais de ces Daily Situation Reports, je parlais de ceux de la division des droits de l'homme. Donc moi je ne m'occupais, enfin si je n'y ai pris part, ce n'était que dans le cadre de la division des droits de l'homme. Et là je pense que vous faites allusion à des rapports en fait qui sont ceux de la mission, les Daily Situation Reports de la mission. Et ceux-là en général sont élaborés par le JOC, Joint Operations Center. Je suis désolée, mais je ne connais pas la terminologie exacte en français. Et eux reçoivent l'information des différentes composantes de la mission et font un rapport qui, lui, est envoyé à New York. Nous, nos rapports de la division des droits de l'homme sont envoyés en fait à ce JOC et également à Genève parce qu'on a un lien direct avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le président, il serait très utile que vous ralentissiez quelque peu votre débit pour aider les interprètes de la cabine anglaise. Merci. J'allais vous poser la question un peu plus loin, mais comme vous le mentionnez maintenant, le Joint Operation Center, il est placé où dans la hiérarchie? C'est qui l'administre? Alors, je ne pense pas que je puisse répondre exactement à cette question. Je ne connais pas la hiérarchie exacte. En tout cas, il y a un chef JOC en général, également un chef adjoint. Après, dans l'organigramme, je ne sais pas à quel
à qui ils répondent, si c'est un représentant spécial adjoint ou directement au représentant spécial. D'accord. Alors j'aimerais passer à un sujet plus précis, donc le centre d'appel. Parlons-en un petit peu. Vous en parlez au paragraphe 37 et suivant de votre déclaration. Vous nous dites... Président. Oh, pardon. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon de vous interrompre. Monsieur le Président, à chaque fois que le procureur interroge le témoin à propos de sa déclaration antérieure, le témoin regarde sa déclaration antérieure et vérifie le paragraphe qui est mentionné par le procureur. Alors, nous estimons que le témoin ne devrait pas avoir sa déclaration devant lui ou devant elle, que le témoin ait validé sa déclaration pour le besoin de l'admission de la déclaration au dossier est une chose, qu'elle réponde dans le cadre d'un témoignage est autre chose. Un témoignage se fait en fonction des questions que posent aussi bien les représentants de l'accusation que les représentants de la défense. Ça, c'est le témoignage. Un témoignage, ce n'est pas la citation de déclaration antérieure ou de quelconque document d'ailleurs. La nature du témoignage est entièrement différente de la nature de la déclaration antérieure. Par ailleurs, Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler le paragraphe 39 de votre décision sur la conduite des débats et permettez-moi de vous citer ou de citer votre chambre. En principe, les témoignages au procès sont livrés en personne à l'audience, sauf autorisation spéciale de la Chambre. Les témoins ne sont pas autorisés à apporter dans le prétoire des documents se rapportant à leur témoignage, ni à lire à l'audience des déclarations faites antérieurement ou d'autres documents. Il est important, nous semble-t-il, que le témoin puisse répondre spontanément, de lui-même. C'est cela qui donne sa valeur au témoignage, et qu'en aucune façon elle ne se réfère à un quelconque document écrit, serait-ce une déclaration antérieure. Merci, Monsieur le Président. Well, I did not. Le juge président, je ne m'étais pas rendu compte que le témoin était en train de lire sa déclaration. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait en tout état de cause. J'irai un peu plus loin que vous et je rappellerai qu'il n'est pas très utile de reposer les mêmes questions qui ont déjà été posées pour savoir si c'est véridique ou pas. La déclaration est devant nous. La raison pour laquelle vous interrogez le témoin, c'est justement pour apporter des éclaircissements, pour apporter des éléments d'information nouveaux et non pas pour valider ce qui fait déjà partie du dossier de l'affaire. Et ainsi, de toute façon, vous éviterez d'ergoter sur la question. Madame le témoin, je vous demanderai de répondre spontanément aux questions qui vous sont posées par le procureur. Merci. Par les parties, pas uniquement par le procureur, devrais-je dire. Merci. La référence au paragraphe est faite pour mes confrères pour qu'ils puissent se référer. Donc, je n'ai pas d'objection à ce que le témoin réponde directement à mes questions. Et les paragraphes sont simplement pour clarifier ce qui est dedans. Donc, on s'en tient à cela. Donc, vous nous dites dans votre déclaration qu'à partir du 23 février, il y avait une augmentation du nombre d'appels. Vous parlez d'un chiffre approximatif de 150 appels par jour. Alors, on verra quelques rapports tout à l'heure, mais de mémoire, est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les sujets sur lesquels portaient ces appels, encore une fois, durant cette période de la crise post-électorale? Alors, les appels qui étaient reçus au centre d'appel portaient sur quel sujet? Oui, bien sûr. C'était essentiellement des appels de victimes ou de témoins qui nous relataient des incidents qui étaient en train de se passer ou qui venaient de
de se passer. Ça pouvait être des tirs, ça pouvait être simplement avoir entendu des tirs, ça pouvait être des arrestations, des disparitions. Enfin, il y avait quand même toute une variété. Très bien. Alors, j'aimerais vous montrer quelques documents, comme je vous l'avais indiqué, mais avant de commencer, deux petits commentaires. Alors, nous avons les versions originales des rapports de l'ONUCI, nous avons aussi des traductions en français. On peut les montrer tous les deux à l'écran, mais j'imagine que vous aimeriez voir la version originale pour les fins de répondre à vos questions. Vous êtes confortable en regardant un document en anglais, j'imagine? Mais je préférerais voir la version originale, s'il vous plaît. Et la deuxième remarque, je suis bien conscient que les documents qu'on va vous montrer ne sont pas nécessairement des documents dont vous êtes vous-même l'auteur. Donc je ne vous demanderai pas d'authentifier le document. Je vous demande simplement de regarder, voir si vous pouvez nous aider, que ce soit sur le format ou bien le contenu. D'accord? Le premier document que j'aimerais vous montrer, et il apparaîtra à l'écran dans un instant, est le CIV OTP 0090 5521. Ça, c'est la version française. Et en anglais, c'est le CIV OTP 002-0010. Alors, elles sont au numéro 67 et 68 de notre liste. Est-ce que vous l'avez devant vous? Oui, effectivement, j'ai la version française devant moi. D'accord. Bon, c'est un rapport du Conseil de sécurité, donc c'est un document original. Mhm. Dans cette situation-là, c'est le français est original autant que l'anglais. Alors, vous voyez que c'est un rapport du 30 mars 2011. C'est le 27e rapport du secrétaire général sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais qu'on aille à la page 13. Et en fait, c'est la page 13 dans les deux langues, pour ceux qui nous suivent en anglais. Bon. Est-ce que vous voyez donc au-dessus du paragraphe 53 la section situation sur le plan des droits de l'homme? Alors, je vois la section, mais je dois vous avouer que si vous me demandez de voir le contenu, c'est très petit. D'accord. Je tenais simplement à vous montrer cette page pour voir le titre et la section. J'aimerais qu'on passe à la page suivante maintenant, à la page 14. Et qu'on aille au bas de la page au paragraphe 57. Oui, si on peut agrandir. D'accord. Alors vous voyez ici au paragraphe 57, on indique que l'ONUCI a créé une équipe spéciale chargée de surveiller et d'enquêter sur la situation quant au respect des droits de l'homme, qui enregistre les violations et mis, si on va à la page suivante, merci,
et mis sur pied un centre d'appel fonctionnant 24 heures sur 24 afin de recevoir des informations concernant les violations présumées des droits de l'homme. Depuis sa création le 15 décembre, le centre a reçu plus de 9000 appels. Donc, tout d'abord, sur ce chiffre de 9000 appels, le rapport est du 30 mars, donc de la mi-décembre au 30 mars, à peu près une centaine de jours. Est-ce que ce chiffre vous semble fidèle à la réalité? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas travaillé de façon quotidienne et je ne pense pas avoir fait de statistiques dessus. Est-ce que vous savez comment ce chiffre aurait été, comment on serait arrivé à un tel chiffre? Oui, effectivement, en fait, tous les jours, on comptabilisait le nombre d'appels. Donc, j'imagine que ce chiffre a été l'addition de nos rapports quotidiens sur le nombre d'appels au quotidien. Après, je peux pas, je ne m'en rappelle pas. Très bien. J'en ai terminé avec ce rapport. J'aimerais qu'on regarde un rapport quotidien donc, du call center. C'est le CIVOTP 0044 15 27. Celui-ci, je ne crois pas qu'on vous l'a montré lors de la prise de votre déclaration. Donc ça va être la première fois peut-être que vous la verrez, ou vous l'aurez peut-être vu à l'époque. Je vous donnerai un petit instant pour le regarder aussi. C'est le numéro 46 sur notre liste pour mes confrères. Merci. Alors nous avons là l'intitulé Call Center, rapport quotidien du 26 février. Okay. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si le format, si vous êtes familière avec le format de ce document? Oui, effectivement, je suis familière avec ce format. J'aimerais juste ajouter qu'il s'agit du rapport quotidien du 26 février pour le matin. D'accord. C'était une époque où il y avait 2 rapports par jour. Vers le bas de la page, si on peut descendre jusque le bas de la page, s'il vous plaît. Vous voyez la première entrée le 25 février à 16h20 dans le tableau. Alors ici, on indique que signale que les jeunes patriotes sont en train de brûler vif actuellement une personne à Yopougon. Et à côté, vous avez le titre, le nom de la commune de Yopougon. Et là, vous avez POC avisé. Alors, dans votre déclaration, vous expliquez au paragraphe 88 pour mes confrères que le POC est une composante police du Joint Operations Center dont vous venez de nous parler tout à l'heure. Alors, c'est exact. Ce que j'aimerais vous demander, c'est... Wouldn't it be better to... Le président, ne serait-il pas plus simple de poser des questions plutôt que de proposer des éléments de réponse? Le procureur, j'allais le faire justement. Vous me demandez de demander aux témoins de lire ce passage? Le président, non, non pas de lire, mais simplement de se familiariser avec le contenu de ce document. Maître O'Shea, je souhaite soulever une objection s'agissant de cette procédure. Le président, quelle procédure? Maître O'Shea, lorsque vous demandez aux témoins de lire ce document, d'abord il faudrait établir le lien entre ce témoin et ce document, ainsi que les informations qui y sont contenues et auxquelles mon contradicteur souhaite faire référence. Après cela, s'il n'existe aucun lien, ce n'est pas au témoin de lire le contenu du document. Je vous demanderai, Monsieur le Président, de
suivre votre première suggestion, savoir que mon contradicteur pose simplement sa question au témoin. Le président, oui, qu'il pose sa question. Mais le lien avec ce document est établi parce que le témoin a travaillé au centre d'appel, donc elle est au courant des procédures de ce centre, elle sait comment ces documents sont compilés ou rédigés. Veuillez poursuivre, monsieur le procureur, mais posez une question s'il vous plaît, pas d'affirmation. Le procureur, il faut toujours poser quelques affirmations préalables avant de poser ma question, mais je vais aller droit au but. Madame Fuchs, que tout à fait à droite, nous avons la note POC avisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mesures disponibles à ce moment-là, une fois que le POC est avisé sur des événements sur le terrain? Alors, je ne peux pas vous donner plus d'informations sur ce point parce que nous, en tant que soit coopérateur du call center, soit en tant que chargé des droits de l'homme, en fait, on n'avait pas les capacités de prendre des mesures, de protection physique des personnes. Donc, nous, notre travail, si vous voulez, voulait qu'on avise soit la composante de la police, soit la composante de la force de la mission, en fonction du type de cas. En général, en fait, notre point de contact était en fait le POC, qui lui, après, comme travaillant au sein du JOC, avisait des mesures à prendre. Mais je ne connais pas après exactement son fonctionnement et quelles étaient les mesures qu'eux-mêmes ont prises. Sur ce genre de situation dans lequel vous avisez le POC, est-ce que vous recevez plus tard de l'information sur ce qui a été fait? Malheureusement, non. On avait très, très rarement des retours. Okay. Alors, j'aimerais passer à un autre sujet, celui des suivis de cas. Vous nous expliquez qu'une fois que vous recevez un appel au centre d'appel, il y a une procédure de suivi. Nous avons 2 cas de suivi dans votre déclaration. Alors, la première question que j'ai à ce sujet, est-ce qu'un suivi a été fait pour tous les cas rapportés par téléphone? Non, pas pour tous. Pour une grande partie, mais pas pour tous. D'abord parce que souvent, en fait, il y a une partie qui est redacted dans ce rapport, donc qui est caviardée, qui est le contact en fait de la personne qui nous a appelés, à moins que ce soit mis anonyme parce que la personne elle-même ne souhaitait pas qu'on conserve ses contacts. Donc souvent en fait il y avait un numéro de contact qui nous permettait de la rappeler, mais des fois ces personnes appelaient d'une cabine où le numéro après ne passait plus, donc il y avait déjà cette première contrainte, et ensuite parce que on n'était pas suffisamment nombreux pour faire un suivi sur exactement tous les cas. En général, c'est pour ça qu'il y avait ce type de rapport. Comme vous pouvez le voir, plusieurs incidents en fait sont regroupés pour que ça fasse, enfin plusieurs cas pardon sont regroupés pour que ça ne fasse référence qu'à un seul et même incident. Donc la personne après qui était chargée du suivi, on aurait dû dire du suivi de l'incident plutôt que du cas pour éviter une confusion, et en fait faisait le suivi comme selon sa méthode professionnelle. Donc après, je ne sais pas si elle rappelait individuellement chaque personne. Bon là, on en a quelques-uns qui sont regroupés, mais après, je connais pas exactement le contenu, donc il faudrait que je regarde en fait pour vous donner plus d'informations. Vous venez de nous dire que plusieurs cas sont regroupés quand ils font référence à un seul ou même incident. Donc, juste pour être clair, plusieurs cas, vous voulez dire plusieurs appels, c'est ça? Exactement, donc je parlais de plusieurs appels. Après, je parle pas forcément d'un seul et même incident, mais d'un ensemble d'incidents qui pourraient être en corrélation. Parce que bien sûr, à ce moment-là, souvent, on n'a pas toujours la possibilité sur un appel de savoir s'ils sont vraiment liés. Mais c'est pour ça qu'on les regroupait ensemble, pour que la personne qui était chargée du suivi puisse aussi faire la distinction de savoir s'il s'agissait d'un seul et même incident ou de différents incidents se passant au même endroit, enfin dans la même commune, là en l'occurrence dans ce que je vois. Mais voilà, après c'est
au moment du suivi, en fait, où on s'en rend compte des faits et donc du fait de savoir s'il s'agissait d'un seul incident ou d'incidents parallèles. J'aimerais vous montrer un cas de suivi. Comme je vous ai dit, il y en avait 2 dans votre déclaration. Je vais vous montrer une qui est différente. Si on pourrait afficher à l'écran le CIV OTP 0044 1742. Si on peut agrandir juste un petit peu vers le haut de la page. Un peu moins, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ça va. Tout d'abord, j'aimerais que nous regardions les en-têtes de ce document. Alors, vous voyez, sur cette page, vous avez le nom du contact, le numéro de la personne, le lieu, les faits, commentaires et les actions prises. Alors tout d'abord, ce que j'aimerais vous demander, c'est vis-à-vis le format. Est-ce là un cas typique de suivi? Oui, effectivement. Disons que c'est un modèle qui a été suggéré, mais les informations principales qui devaient faire l'objet de ce type de rapport, effectivement, y sont. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, je vous donne un petit instant pour lire les faits. Juste la section faits. Une fois que vous avez terminé, si vous pouvez me faire signe. Oui, j'ai bien lu les faits. D'accord. Dans la deuxième partie de cette section des faits, on parle d'un vendeur de charbon de nationalité malienne qui a été frappé par un groupe de jeunes patriotes et qui a été incendié. Donc, au cours de votre travail, que ce soit au call center ou bien en tant que Human Rights Officer, je n'ai pas le terme en français, est-ce que vous avez reçu ce type d'informations lors de la crise post-électorale? Oui, j'ai déjà reçu ce type d'informations. Et concernant les jeunes patriotes, est-ce que vous avez aussi reçu des informations à propos d'eux? Beaucoup de personnes qui ont appelé, donc soit des témoins, soit des victimes elles-mêmes, faisaient état de jeunes patriotes. Et en regardant à la section commentaires, nous voyons ici qu'il est indiqué que la source est crédible en tant que témoin oculaire. Est-ce que vous êtes capable de nous dire comment vous faisiez cette évaluation? Alors je peux vous dire personnellement comment je pouvais la faire. Là, c'est pas moi qui ai fait ce suivi. Donc je ne peux pas vous dire comment la personne l'a faite en fait. D'accord. Dans ce cas-là, si vous pouvez nous dire comment vous faisiez votre évaluation. Donc en général, en fait, quand on discute avec un témoin, on essaie d'avoir des détails très précis qu'on peut corroborer soit par d'autres sources, soit parce que, par exemple, là, sur un lieu, on va essayer d'avoir le plus de détails possible sur le lieu pour bien voir si la personne connaît le lieu, s'il s'y est déjà rendu et s'il était bien présent au moment des faits. On va essayer, normalement, en fait, on
on est censé corroborer avec une autre source indépendante. Normalement, chaque information qu'on avance fait toujours état de deux sources indépendantes. Donc là, j'imagine que dans le cadre, c'était pour donner la version du témoin oculaire et crédible, mais j'imagine que cette information a dû être corroborée après par une autre source. Très bien. J'en ai terminé avec ce document. J'aimerais vous montrer un autre suivi de cas qui a un format quelque peu différent. J'aimerais que vous nous donniez, si vous pouvez, de l'information là-dessus. Le numéro que nous avons, c'est le CIV OTP 0044. Ah, pardon, Monsieur le Président. 0044 Non. 1606. 1606. No, I just wanted. J'avais juste une question. Vous avez dit, lorsqu'on parlait à un témoin, on essayait d'obtenir des informations précises. Ensuite, lorsqu'on parlait à un témoin, alors je vous parle à vous là. Vous voulez dire par téléphone? Parce que vous êtes dans un call center après tout. Donc la relation est une relation téléphonique, c'est cela? Préciser. En fait, quand on était chargé du suivi, il y avait différents types de suivi qui pouvaient se faire. Le suivi ne se faisait jamais au sein du call center. Soit elle se faisait au sein de bureaux individuels des différents chargés de droits de l'homme. Et les suivis, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, ne se faisaient que par des Human Rights Officers. Tandis que au sein du call center, il y avait d'autres personnes, soit d'autres sections, soit par exemple de la police. Donc ce suivi pouvait être fait soit de façon téléphonique, soit des fois ces témoins et victimes venaient jusqu'à ces brocos. En l'espèce, là, je ne pense pas. Mais des fois, les personnes venaient aussi jusqu'à nous. Donc ça pouvait être un suivi soit téléphonique, soit en personne. Ça dépendait vraiment des cas. Thank you. It's prosecutor's. Président, merci. Monsieur Desmédian, désolé de vous avoir interrompu. Monsieur Desmédian, pas de souci. Très bien. Je ne sais pas si le greffe a saisi le numéro que j'avais donné tout à l'heure. Oui, si on peut l'afficher à l'écran. 0044 1606. D'accord. Madame Fuchs, je vous donne un petit instant pour regarder un petit peu le format. Alors même si c'est pas un rapport classique, dans le sens que ça ne reprend pas le format qu'on avait l'habitude d'utiliser, je pense qu'effectivement il a été émis au sein de la division des droits de l'homme. Très bien. Une petite clarification. Tout à l'heure, en répondant à la question du juge, vous avez indiqué que les suivis pouvaient être faits soit de façon téléphonique, soit ces témoins ou victimes venaient jusqu'à vos bureaux. Est-ce que vous vous déplaciez aussi? Oui, effectivement, j'aurais dû l'ajouter. Dans certains cas, on s'est également déplacé. Mais je dirais que moins pour du cas par cas. Si on se déplaçait dans le cadre, par exemple, d'une mission d'enquête, on en profitait pour rencontrer les personnes qui nous avaient appelés. On ne voulait pas non plus les mettre en danger, c'est-à-dire que se déplacer avec un véhicule de l'ONU les aurait rendus trop visibles. Donc en fait, il était convenu dans le cadre de ces missions d'enquête, en général, que s'ils nous avaient appelés, on se retrouve à un endroit où d'autres personnes seraient là également et on essaierait de se parler également. Voilà. Et vous avez parlé maintenant de la visibilité de l'ONU
Qu'est-ce que cela engendre pour les personnes que vous rencontriez à l'époque? Alors effectivement, ça aurait... Disons que je ne peux pas le dire avec certitude, mais il y a de grandes chances que cela aurait pu les mettre en danger. Et un des principes en tant que Human Rights Officer, c'est le do not harm, ne pas nuire. Donc en fait, on évitait de les mettre en avant, de les mettre eux-mêmes en danger, en fait. D'attirer l'attention sur eux, je dirais. Et peut-être pour expliquer un petit peu à la Chambre, pourquoi est-ce que votre présence les aurait mis en danger? Souvent, l'ONUCI était perçue comme étant plus favorable d'un côté que de l'autre. Donc, en fait, si ces personnes s'étaient rapprochées de l'ONUCI, cela aurait signifié qu'elles étaient plus favorables d'un côté plutôt que de l'autre, et donc aurait pu les mettre en danger. Vous parlez des deux côtés, un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a un côté qui engendre plus de difficultés ou bien était-ce égal de part et d'autre? Monsieur le Président. This is an opinion. This is Le Président, c'est une opinion que vous demandez. C'est une opinion. Vous pensez que c'est une opinion que vous souhaitez obtenir. Donc, s'il vous plaît, reformulez dans la mesure du possible. Mr. Bougnon. Maître Bougnon, je vous ai ôté les mots de la bouche, désolé. I apologize, Your Honors. In French, I didn't say do you. Monsieur de Médian. Non, en français, je n'ai pas dit do you think, qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai demandé ce qu'elle savait. Enfin bon, je vais quand même reformuler. Une fois, bien entendu, sur la base de vos connaissances, est-ce qu'il y a un côté qui engendre plus de difficultés ou bien est-ce égal de part et d'autre? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Je n'ai pas voulu intervenir au début parce que même le début de la question est une spéculation. Vous avez commencé à demander aux témoins qu'est-ce que ça engendrerait. Nous sommes dans la spéculation. Qu'est-ce que ça engendrerait si telle personne avait été vue avec l'ONUCI, etc. Maintenant, vous allez pour savoir ce que ça va engendrer si c'est tel camp ou tel autre camp. Nous sommes dans la spéculation. Ce n'est pas un fait vécu. Et là, on finit dans l'opinion. C'est la même chose. Je le demande sur la base de l'expérience du témoin, ce que cela a engendré. Le témoin n'a jamais dit qu'elle a été témoin de quelqu'un qu'on aurait agressé parce qu'elle serait allée avec tel véhicule de l'ONU. Elle ne l'a jamais dit. I think, Le Président, Maître Knops, je tiens à dire que le témoin a dit qu'elle n'avait aucun accès aux statistiques. Le Président, eh bien vraiment, on est quand même sur le fil du rasoir. On est très près d'une opinion. On n'est pas en train de demander des faits. Enfin, la ligne est très fine, mais reformulez, s'il vous plaît. Pardon, Mme Fuchs, revenons sur le document qui est à l'écran. Donc, le format, vous nous avez expliqué que cela avait été fait au call center, au centre d'appel. C'est bien cela ou bien... Pas au centre d'appel, hein. Il s'agit de suivi de cas. Oui. Donc, c'est un document qui, à mon avis, a été fait par la division des droits de l'homme, donc est issu de la division des droits de l'homme. Comme c'est un suivi de cas, il n'a pas été fait au call center. Very well. Your Honors, as I mentioned, Comme je vous l'ai dit, Madame, Messieurs les juges, j'ai dit que j'allais montrer certaines catégories de documents. Je crois que pour ce qui est des suivis, on en a fini. Et je passe à une autre catégorie maintenant. On s'arrêtera à 13h, n'est-ce pas, le Président? Oui. très bien. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné, suite à votre arrivée au sein de l'ONUCI, vos fonctions ont varié un petit peu et que vous faisiez un petit peu le suivi sur le déroulement du vote, n'est-ce pas? Oui, effectivement, mais je tiens encore une fois à l'ajouter, comme
toute la mission. Hein. C'était pas réservé à des human rights officers. C'était vraiment quelque chose qui a été demandé à toute la mission, en fait. D'accord. Vous nous avez indiqué dans votre déclaration que vous avez vu des Daily Situation Reports de la mission. J'aimerais vous en montrer une qui est... Alors, le IRN, c'est le CIV-OTP 0044 0876. C'est au numéro 24 pour mes collègues. Et avant de vous demander de lire le contenu du document, est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale quel genre d'informations avez-vous reçu vis-à-vis le déroulement du vote? Non, je ne peux pas vous le dire parce que, en fait, tout dépendait dans quel lieu de vote ou quel bureau de vote on se trouvait. Donc, dans un lieu de vote, il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Hein. Et donc, on faisait du monitoring de certains. Enfin, on avait une liste qui nous avait été donnée, j'imagine, par la section électorale. Je me rappelle plus exactement, mais j'imagine que c'était la section électorale qui avait fait les équipes et qui avait composé les équipes et qui avait donné les listes des bureaux. J'ai même pas suffisamment de souvenirs pour vous dire comment exactement dans les lieux de vote qui m'étaient assignés, comment ça s'est passé. Ça me semblait, enfin, j'ai deux, trois souvenirs, mais donc je peux pas vous parler de la situation globale en fait. Ah d'accord. Dans ce cas-là, on va passer à un autre document, mais juste avant, le format qu'on a devant nous ici, le Daily Situation Report que vous voyez devant vous, est-ce que c'est le format typique du Daily Situation Report? Cela y ressemble, oui, effectivement. Très bien. D'accord. Je m'excuse juste un petit instant. Oui. Vous nous dites dans votre déclaration, alors sans regarder, mais c'est au paragraphe 288 pour mes collègues, que vous aviez reçu des plaintes concernant des violences sexuelles au courant de la crise post-électorale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si l'ONUCI ou bien la Division des droits de l'homme elle-même avait un mandat précis vis-à-vis ce genre de crime? Alors, de un, les violences sexuelles font partie des violations des droits de l'homme. Donc, comme on était chargé de tout ce qui concernait la protection et la promotion des droits de l'homme, par conséquent, on avait également un mandat sur les violences sexuelles. Ensuite, il me semble, si je ne me trompe pas, que dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité qui donnent mandat à l'ONUCI, les violences sexuelles sont explicitement citées. Et enfin, également, avec la résolution, alors j'arrive pas à me rappeler de mémoire la résolution, mais il y a une résolution spéciale sur les violences sexuelles et la Côte d'Ivoire a été identifiée comme un pays où en fait il y avait un fort nombre de violences sexuelles, donc auxquelles on devait rapporter. C'est ce qu'on appelle le MARA, c'est les Monitoring Arrangement, Monitoring, Analyzing and Reporting Arrangement sur les violences sexuelles, et différents groupes armés, mais aussi des forces armées nationales étaient, si je ne me trompe pas, sur la liste des auteurs de violences sexuelles. Your Honours, just... Oh, sorry. Maître Chet, désolé. C'est l'enthousiasme qui nous fait nous lever en même temps. J'ai d'abord une petite remarque. Nous recevons les transcrits en français avec un petit temps de retard, à peu près 2 minutes, ce qui rend difficile de suivre les échanges en français. Ça, c'est la première chose.
Et ça a un impact parce que ça nous empêche de réagir au moment où il le faut. Or, par exemple, je prends la question de mon éminent confrère, ligne 16, page 48 des transcrits français. Vous nous dites, et je le cite, vous nous dites dans votre déclaration, c'est au paragraphe 288 pour mes collègues, que vous avez reçu des plaintes concernant des violences sexuelles au courant de la crise post-électorale. Alors, dans la déclaration, au paragraphe 288, il est dit, et je cite, « Au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. » Au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. Alors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, n'ayant pu faire objection parce que je suivais les transcrits français, je le dis pour que ce soit porté au dossier pour les besoins de l'enregistrement et peut-être puis-je en profiter pour attirer l'attention de mon éminent confrère sur le détail précis de ce qu'a dit le témoin dans sa déclaration. Ça nous évitera de partir sur des pistes autres. Oui, alors, mon confrère a bien raison. On parle ici de la phrase suivante qui traite de après la crise. Donc, peut-être que je peux clarifier cela avec le témoin, Monsieur le Président. Please, you didn't. Vous vouliez juste que ce soit inscrit au compte-rendu, c'est cela, dit le Président. Non, j'aurais volontiers fait une objection parce que la question c'était de savoir ce qui s'était passé pendant la crise et la déclaration a été citée, enfin mal citée, ce qui a entraîné une réponse de la part du témoin qui n'aurait pas dû répondre à cette question et qui aurait dû répondre autrement. Et comme il était tard du fait du délai dans la transcription des échanges, dans la transcription en français des échanges, il est trop tard pour nous, mon objection, et donc je le dis pour les besoins de l'enregistrement. Please, Mr. Prosecutor. Allez-y, Monsieur Deméjian. Question portée sur le mandat et non sur la question spécifique de savoir si le témoin avait reçu ces appels durant la période. Donc la question que j'avais posée de toute façon portait sur le mandat à l'époque. Donc on reste, je pense, quand même dans les limites de ce qui était permissible. Et donc, Madame Fuchs, puisque nous y sommes, donc si je lis exactement votre déclaration, en effet, vous dites, au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. Après la crise, il y a eu quelques victimes qui sont venues nous voir, mais ça restait sporadique. Alors, lorsque vous dites après la crise, est-ce que vous pouvez clarifier pour la Chambre si les victimes qui sont venues vous voir, vous parlez de violations qui ont eu lieu durant la crise ou après la crise? Je pense qu'il s'agissait des deux. Donc, quand je disais que certaines victimes sont venues nous voir, à la fois pour des cas plus anciens, donc liés à la crise post-électorale, et à la fois pour des cas plus récents. Je dois vous avouer que comme ça, je n'ai pas de cas en mémoire, donc je n'arrive pas à vous donner plus de détails. Très bien. J'aimerais passer à un sujet quand même connexe, mais un peu différent. Vous nous expliquez tout à l'heure, et aussi dans votre déclaration, que ce soit l'ONUCI, une de ces sections, ou bien vous-même, vous déplacez sur le terrain pour recueillir de l'information. Est-ce que vous pouvez nous décrire quel était le niveau de coopération des forces de l'ordre avec l'ONUCI?
Et lorsque je parle des forces de l'ordre, je parle des forces de défense et de sécurité qui étaient loyales au régime de M. Laurent Gbagbo. Alors, dans les cas où moi-même je me suis déplacée sur le terrain durant cette période, il s'agissait essentiellement de missions d'enquête. Et l'accès aux autorités était très compliqué, voire souvent inexistant, soit parce qu'ils ne voulaient pas nous parler, soit carrément je me rappelle en tout cas dans un cas où nous avons été carrément directement menacés. Et à l'époque des faits, pouvez-vous nous dire quelle était la position du camp de Laurent Gbagbo vis-à-vis la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire? I'm sorry, but Maître, je suis désolé, mais dire le camp de Laurent Gbagbo, c'est une façon inacceptable de poser la question. Mon confrère doit être beaucoup plus précis dans sa question, sinon c'est pas juste. Maître Knops, oui, je suis tout à fait du même avis. Enfin, je n'ai pas fait d'objection jusqu'à présent, parce qu'on a donné à l'accusation le bénéfice du doute. Mais si l'accusation commence à suggérer aux témoins qu'il convient de répondre à une question où sont inclus les mots « les forces de sécurité loyales à M. Gbagbo », là, je pense que c'est une qualification qui induit quelque chose dans la réponse. Que veut dire loyal exactement? Le témoin est là, n'est pas là pour parler de la loyauté des forces de sécurité envers l'une ou l'autre partie, ou l'un ou l'autre camp. C'est pas comme ça qu'on peut poser des questions aux témoins, parce que ce que M. Demedjian souhaite obtenir, visiblement, ce que l'accusation souhaite obtenir de la part du témoin, c'est son opinion. Le président, je ne pense pas que ce soit délibéré, mais j'aimerais quand même que vous en teniez plus au fait et que vous ne vous suggériez rien aux témoins. Il faut en rester aux faits. Monsieur Demedjian, je pense que mes éminents confrères n'écoutent pas les questions. J'ai dit quelle était la position. Ça ne peut pas être moins directif que cela. Alors, pour ce qui est de l'objection en disant le camp de Laurent Gbagbo, le côté de Laurent Gbagbo, je ne sais pas quoi dire. Alors, on m'a dit le gouvernement, ça ne va pas. Je n'ai pas le droit de dire le gouvernement de M. Gbagbo non plus. J'essaie d'employer des termes assez neutres, mais le camp de Laurent Gbagbo, enfin, je suis entre vos mains. Le président. Eh bien, oui, c'est vrai que ici on entend pro-Gbagbo, pro-Ouattara, et c'est vrai qu'ici il faut savoir comment dire les choses de façon moins directe. Moi aussi j'ai du mal à arriver à indiquer cela. Enfin moi, si je posais les questions, je ne suggérerais rien et je laisserais le témoin nous dire ce qu'elle sait de son point de vue. Monsieur Demedjian, eh bien, peut-être on va laisser le témoin pour voir si elle a compris exactement de quoi elle en retournait. Monsieur Maître, j'ai écouté mon éminent confrère essayer d'avoir sa réponse. Mais cela dit que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'expression le camp pro-Gbagbo, le camp de Gbagbo, qui peut dire cette institution, cette organisation, mais pas un terme générique. Il y a quand même un accusé. Ici, il faut que le traiter équitablement. Et c'est pour cela que nous avons soulevé cette objection. Le président, mais je suis parfaitement d'accord. Monsieur Demedjian, eh bien, dans ce cas-là, commençons par la position de monsieur Laurent Gbagbo lui-même. Le président pourrait aussi commencer à penser au déjeuner, faire la pause et j'espère que le déjeuner nous portera conseil. Donc nous allons faire la pause et nous reprendrons à 14h30 et nous en aurons encore pour 1h30 pour la journée. Et avec un peu de chance, monsieur Demedjian, vous en aurez terminé lors de la dernière séance. Et demain, la défense pourra commencer